Bonjour à toutes et tous. Bonjour Caroline. Caroline, tu es responsable marketing pour eAdvice et aujourd'hui tu vas nous parler de ton expérience avec le logiciel HubSpot, le Marketing Hub Enterprise. Salut Caroline. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter puis bien évidemment présenter eAdvice? Je suis responsable marketing EMEA chez iAdvice. En fait, ça fait 7 ans que j'y suis et j'ai mis en place des stratégies marketing sur l'événementiel, le marketing automation, l'inbound marketing, etc., en différentes langues. Et aujourd'hui, donc, je m'occupe d'une équipe qui est composée de designers, de growth marketers et de content marketers. Tout ça avec l'objectif de générer des nouvelles opportunités pour le marché européen pour iAdvice. Top. Gros programme. iAdvice, Donc, ouais. voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, la boîte a maintenant 11 ans. Il y a 11 ans, on était une solution on l'appelait à l'époque Click to Chat. Et aujourd'hui, on est une plateforme conversationnelle qui associe le meilleur de l'humain avec l'intelligence artificielle pour optimiser l'expérience client. Et depuis septembre, on a des nouveaux dans nos bureaux et dans notre solution. Ce sont les fondateurs d'Applause qui ont créé une solution de live commerce. Et donc, depuis septembre, nous proposons également le live commerce. En gros, c'est du shopping via live stream, comme on peut le voir sur différents réseaux, etc. Oui, ça a pris une Voilà. grosse ampleur. Je ne savais pas. Donc, vous êtes dans le shopping live stream. Ça marche bien? Ça marche, c'est impressionnant. Franchement, j'ai moi-même testé par intérêt, en fait, pour vivre l'expérience moi-même. Et c'est assez addictif, en fait. On reste scotché pendant plusieurs minutes devant la vidéo, en fait, ce qui présente des produits, qui montre des personnes, souvent des influenceurs, en fait, qui montrent les nouveaux produits. Et puis, ça marche assez bien. On a eu la semaine dernière avec Yves Rocher, une super présentation de leurs nouveaux produits. L'audience est souvent captivée. Vu que les produits sont vraiment bien présentés, en plus toutes les questions sont répondues en live, il y a un taux de conversion qui est bien plus élevé qu'on a l'habitude sur le web. Donc c'est assez impressionnant, même en interne, de voir cette évolution-là. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je reviendrai vers toi sur ce sujet. Top. Carrément. Merci Caroline. Alors, tu me dis que tu es arrivée chez iAdvice depuis 7 ans. C'est aussi à ce moment-là que vous avez implémenté HubSpot. Exactement. En fait, ouais, ça fait 7 ans et demi que j'y suis et on l'a implémenté il y a 7 ans avec l'arrivée de l'inbound marketer à l'époque, qui est arrivé pour créer la stratégie d'inbound marketing et qui avait comme outil de préférence HubSpot à l'époque. Et donc, on l'a mis en place à ce moment-là. Et avant, si tu te souviens, comment vous commercialisez vos produits, vos services? Oui, alors j'ai dû réfléchir quand même pour me souvenir de ça. Et à l'époque, on utilisait un outil de création de landing page qui s'appelait Unbounce. Hmm. On utilisait Mention sur la veille social Ouais. media et on utilisait Mailchimp pour l'envoi d'emails. Et aujourd'hui, on n'utilise pas le CRM de HubSpot, en tout cas pas comme outil commercial. Mais à l'époque, donc toutes nos coordonnées, etc., étaient dans le CRM en fait. Ouais. Et donc, bon, là, ça fait longtemps. Donc, si tu te souviens un peu des défis que vous aviez, mais je pense là, voilà, implémenter une stratégie inbound. Mais surtout maintenant, après 7 ans et le choix donc, du Marketing Hub Enterprise, notre logiciel marketing, est-ce que vos besoins ont changé en 7 ans? Vous avez évolué avec la plateforme? Complètement. En fait, c'est assez intéressant parce qu'en effet, quand on a choisi HubSpot il y a 7 ans, c'était vraiment la solution d'inbound marketing et nous, on voulait faire de l'inbound marketing, donc ça convenait très bien. Aujourd'hui, et puis depuis des années, en fait, on a commencé à mettre en place des stratégies supplémentaires. Pour moi, l'inbound marketing est toujours d'actualité, mais on a mis en place l'outbound marketing et l'ABM il y a maintenant 4 ans, 4-5 ans, je dirais. Et on utilise aussi l'outil HubSpot pour ça, notamment quand il s'agit d'envoi d'emails personnalisés ou autres, ou d'envoi de séquences, prise de meeting, etc. On continue à utiliser HubSpot. Et ensuite, en gros, aujourd'hui, on considère plus tellement le marketing inbound, outbound de manière séparée.
On parle de growth marketing, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs le font, et on essaye de mélanger toutes les stratégies d'acquisition pour avoir une meilleure efficacité. Et donc, on utilise HubSpot de plein de manières différentes, Mhm. avec des workflows de plus en plus farfelus parce qu'on maîtrise et qu'on réussit à personnaliser le maximum avec ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je vais rebondir. Inbound, outbound, moi je suis complètement alignée avec toi, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire les deux, bien faire les deux. Aujourd'hui, entre l'inbound et le outbound, comment vous priorisez? C'est une bonne question. En fait, la réponse est assez simple, c'est qu'on a une personne une personne qui maintenant est une personne avec un alternant sur Mhm, l'inbound. On va dire que l'inbound est actuellement légèrement plus priorisé et une mhm. personne qui est plus sur les stratégies d'inbound. Ouais. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire les deux. Et puis, souvent, on essaye justement de mutualiser aussi les efforts. Je vais donner un exemple type très facile. On a des campagnes sectorielles Mhm, qu'on met en place depuis mai. Donc, tous les mois, on se concentre sur un secteur en particulier. Là, on a créé des contenus sur le secteur automobile. mhm, On va avoir une action qui est moi, une action plus deep bound, qui est de mhm. générer des leads par le contenu. Donc, on crée le contenu, on crée des infographies, on va créer les livres blancs, etc., pour justement attirer l'audience. Mais à côté de ça, on a aussi un scoring sur le secteur où on fait un classement des meilleures marques dans le conversationnel. euh, Ça s'appelle le Conversation Maturity Index pour information. Et donc, on va dire, par exemple, sur l'automobile, c'est Hyundai qui a le meilleur score. Donc, ça tombe bien, c'est un de nos clients. Maintenant, si Hyundai n'était pas un de nos clients, on pourrait très bien aussi leur en parler avec ce score-là. Ou ceux qui sont un peu plus bas dans le ranking, on peut les aborder avec ce ranking-là, leur en parler, leur expliquer où sont leurs points d'amélioration, pourquoi ils n'ont pas atteint la meilleure place. Et en plus de ça, leur envoyer les contenus qu'on a rédigés sur l'automobile qui expliquent par A plus B pourquoi le conversationnel dans leur secteur est important. Et donc, ça nous permet en fait de faire les deux. C'est hyper intéressant. J'ai l'impression que vous avez quand même vraiment une connaissance, enfin, chez iAdvise, une connaissance très poussée de l'outil. Euh, En termes d'objectifs, est-ce que HubSpot, ça va permettre à iAdvise, j'ai du mal, je suis très française sur ce côté-là, euh, voilà, de regarder en temps réel, toutes les semaines, tous les mois, le retour sur investissement? Est-ce qu'il y a aussi des objectifs un petit peu plus poussés avec lesquels vous travaillez en utilisant la plateforme en équipe? Comment ça se passe vraiment au jour le jour? En fait, tout ce qui va être top of the funnel, on va le Mm. regarder dans HubSpot directement. Donc, je vais regarder bien évidemment les leads, les MQL et les SQL. En général, c'est ces indicateurs-là que je regarde sur HubSpot. Je regarde aussi les impressions, les réactions sur les réseaux sociaux parce Mhm. on les centralise dans HubSpot pour la majorité. Néanmoins, parce que nos sales utilisent un autre CRM, on a aussi besoin de mettre en avant des données dans leur CRM pour la crédibilité de l'information. Bien sûr. Donc, tout ce qui est génération d'opportunités et rentabilité, on peut le retrouver dans les deux. Enfin, j'ai toujours mes reports HubSpot que je regarde, mais on l'a aussi dans le CRM. Et quand tu parles de nouvelles opportunités, toi comme moi, on fait à peu près le même job. Est-ce que ça t'a permis vraiment, voilà, d'attirer plus de leads en utilisant ce logiciel plus poussé? Est-ce que ça t'a aidé à affiner tes stratégies? Complètement. Et en plus, en fait, c'est aussi une question de pilotage, de savoir comment est-ce qu'on attribue l'effet marketing aux opportunités. Mhm. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, quand on a commencé avec HubSpot, il n'y avait pas encore tous les modèles d'attribution intégrés, comme il y a depuis 2 ans, je crois. Donc, on avait commencé à créer notre propre méthode. Je peux l'expliquer si tu veux, c'est Ouais. assez technique, mais en gros, on a essayé de reproduire le parcours.
Si on veut mesurer tout le parcours de tous les leads, ça devient hyper compliqué. Mhm. Donc, on s'est posé et on s'est posé la question, quelles sont vraiment les étapes qu'on souhaite avoir absolument et savoir quel déclencheur a permis d'atteindre les différentes étapes. Et donc, on a à chaque fois la première action, le nom de la première action et la date de la première action, qui peut, dans la plupart des cas, convenir au first conversion. Sauf qu'on y inclut aussi l'événementiel, l'offline et des choses qui se passent sur d'autres outils. Après, on a le last conversion before MQL et last conversion before SQL. Et donc, ça me permet en fait de voir quelle action m'a généré le plus de MQL, de lead, etc. Et dans les actions, tu vas retrouver par exemple download of educational content, participate in a webinar ou watch the replay of a webinar. Et on a tout ce type d'actions-là et ça me permet de voir par A plus B qu'est-ce qui m'a généré les MQL, qu'est-ce qui m'a généré les opportunités. Et ensuite, je peux aussi regarder par chiffre d'affaires généré dans le pipe et finalement généré par les clients en fait, qui ont signé. C'est hyper intéressant pour chez HubSpot aussi. L'attribution, c'est vraiment de pouvoir mesurer en fait l'attribution de campagne marketing. Ça aide aussi à appuyer notre propos, à aligner nos équipes. Bien évidemment que vous utilisez ce logiciel dans le département marketing, mais est-ce que voilà d'utiliser, de savoir vraiment quel retour sur investissement tes campagnes amènent et surtout pour les équipes commerciales. Est-ce que ça a permis aussi d'affiner, d'améliorer les rapports, la collaboration avec les équipes commerciales? Oui, mais je dirais que pour mettre en place le modèle d'attribution, il est hyper important aussi de se synchroniser avec les équipes commerciales avant de le mettre en place. Parce que il nous est arrivé dans le passé de réfléchir à des modèles d'attribution, de les mettre sur papier, les mettre en place sur la techno, et après de nous vanter de résultats qu'on avait atteints, etc. Et l'équipe commerciale, on pouvait être assez frustrée. Et donc, c'était essentiel de pouvoir montrer là aussi, en fait, quand je parle de ces résultats-là, ça concerne telle opportunité-là, j'ai cette information-là parce que elle est dans l'outil et il fallait pouvoir le prouver, en fait. Et il faut aussi, pour moi, se mettre d'accord avec l'équipe commerciale sur qu'est-ce qu'eux considèrent comme, là, c'est vraiment une action influencée par le marketing ou une opportunité influencée par le marketing, où là, en fait, c'est plus un commercial qui a envoyé un contenu et donc il ne considère pas que c'est le marketing qui a généré l'opportunité. Mmh. Il y a beaucoup de communication quand même nécessaire pour moi et de ce que je vois avec les personnes qui ont le même type de rôle que moi, c'est le débat éternel et je pense qu'il restera éternel. Mais il est important de garder la communication dessus, je pense. Voilà, d'être en transparence, de s'aligner. Nous, chez HubSpot, on a ce qu'on appelle les Service Level Agreements. Donc, ça veut Oui. dire chaque année, ce sont nos projections. Ce qu'on attend, le volume, là, pour HubSpot, ça va être effectivement combien de leads on va Ouais. amener, combien de leads qualifiés. S'assurer que derrière, ces leads qualifiés, elles vont être prises en main par les équipes commerciales en temps et en heure. Donc, comme tu dis, voilà, il faut une vraie collaboration et il faut garder l'échange. Euh, je rebondis sur, est-ce qu'il y a eu des changements avec la crise sanitaire? Je m'explique, pour nous, HubSpot, c'était de passer complètement à distance. Aussi une équipe commerciale qui s'est trouvée un petit peu, voilà, faut prospecter complètement en ligne. Il y a eu des changements, il y a eu un peu de stress, donc ça a été hyper important pour nous en termes de leadership voilà, d'avoir une communication hyper ouverte. Est-ce que chez vous aussi il y a eu voilà des petits moments de friction qui ont été voilà discutés? Est-ce que vous êtes allé de l'avant? Complètement. Il y a eu un énorme impact sur, pour nous, l'impact, il a été sur plein d'aspects différents. En termes, tu parles de leadership, je pilote une équipe de plusieurs personnes et en effet, dans l'équipe, il y avait un besoin d'accompagnement qui était différent qu'en temps normal. Déjà ça, je pense que tout le monde l'a expérimenté. On a tous vécu la crise de manière différente, l'isolation, le télétravail, etc. Donc ça, je dirais, c'est le premier impact qu'on a réussi à mieux gérer en faisant des points dans l'équipe plus régulièrement pour se voir, pour démarrer la journée ensemble, en fait, pour se lancer et puis en racontant un peu
tout et rien parfois, mais on voit que les autres sont là, on voit qu'on travaille sur des projets Mhm. communs et puis ça permet déjà de lancer la journée. Et ensuite, d'un point de vue business, en fait, vu qu'on est une plateforme d'expérience client en ligne, en plus sur le conversationnel, qui était en fait toutes les marques, tous les retailers, toutes les entreprises qui vendent normalement hors ligne et en ligne étaient d'un coup privées du hors ligne et du relationnel. Ouais. Et donc, s'inquiétaient énormément de comment pallier à ce manque-là. Et beaucoup se sont rués vers nous, on va dire, parce que le sujet devenait d'un coup essentiel, prioritaire. Et là où on était en contact avec beaucoup d'entreprises qui voulaient un jour le mettre en place, Mhm. là, c'était immédiat. Le besoin était là. Donc, on a eu beaucoup plus de demandes et puis on a aussi beaucoup plus de réactions à nos contenus marketing. Clairement, on a mis en place beaucoup de webinaires. Ouais. Personnellement, moi, ça fait 2 ans, je me disais, bon, les webinaires, c'était bien, mais ce n'est pas forcément l'avenir. Les événements sont quand même un autre niveau. Franchement, depuis la crise, je trouve que l'événement digital, c'est de nouveau, enfin, c'est réinventé Ouais. et a vraiment pris en ampleur et on continue à faire des webinaires avec des super performances, vraiment. Et puis, il y a le replay derrière, tout le monde est habitué à ce format-là et souvent, dans les webinaires aussi, on a plus de contenu éducationnel, on va dire. Mhm. Les personnes préfèrent y participer. Mhm. Donc ça, c'est côté marketing, c'est vraiment une pratique qu'on a reprise, qu'on avait un peu laissé de côté parce qu'on voit que ça marche et en plus, ça a des bénéfices pour notre audience. Donc, Et c'est aussi pour moi, c'est un sentiment que c'est in fine beaucoup plus démocratique. C'est vrai que on a tendance, quand on pense les événements physiques, bon, ça va être Paris ou sur des gros hubs, et donc on va laisser de côté aussi certains clients, certaines personnes qui peuvent pas se déplacer, et d'avoir le webinaire, c'est voilà, tout le monde peut se connecter, choisir d'eux, comme tu le dis, il y a en live et puis il y a le replay, et ça permet de toucher plus de monde. Et également, voilà, le côté éducatif, je pense que moi, ce que j'entends là, c'est que, en fait, le côté, c'est la méthodologie inbound aussi. Il faut arrêter de matraquer pour vendre un produit. Il faut juste penser une problématique et comment on peut essayer d'apporter une solution. Et donc, ça, c'est pour moi, ça a été un marketing beaucoup plus empathique, en fait, dans les propos, dans ce qu'on sortait. Et j'ai l'impression qu'on s'est tous resserrés sur ça. complètement. On avait mis en place aussi un plan d'aide pour nos clients qui étaient touchés par la crise et pour tout ce qui était gouvernemental, qui Ouais. était vraiment bombardé de questions, on va dire ça comme ça, sur le tourisme, etc. Mhm. Et ça nous a permis aussi, en tant qu'entreprise, de participer à quelque chose, enfin, participer à l'aide d'une entreprise qui avait des soucis à ce moment-là. Et en tant qu'employé, c'est aussi agréable de voir que l'entreprise met en place des actions sociales, on va dire, pour aider et que tout le monde se resserre les côtes, justement. Ouais, j'ai vu ça Pour aussi. accompagner, ouais, vraiment de remettre le côté humain. Hyper intéressant. Pour revenir sur le côté plus opérationnel, donc toi, tu pilotes tes campagnes, tu manages une équipe. Est-ce qu'il y a des aspects de la plateforme HubSpot du logiciel Marketing Hub Enterprise que toi, tu préfères ou certaines fonctionnalités que tes équipes aiment beaucoup utiliser? Bon, moi, je préfère forcément la partie reporting Ouais. parce que je dois rapidement, facilement pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Je pense que dans l'équipe, on aime beaucoup les workflows parce que Mhm. ça nous permet de personnaliser, de mettre en place plein de choses, d'envoyer des mails, mais pas seulement, aussi sur toute la partie technique, en fait, parfois d'agréger des données, de mieux ouais, identifier notre base de données avec des workflows qui vont identifier, par exemple, dans le titre, le département ou ce genre de choses-là. Et puis ensuite, bon, on utilise forcément beaucoup la partie emailing. Mhm. Elle est toujours vivante pour nous, en tout cas. Et la partie réseaux sociaux. Ouais. J'aime bien ce que tu dis, la partie emailing est toujours vivante. 2020, il y a eu énormément de bruit, hein, je crois plus 30% de communication en ligne. Vous avez vu l'impact? Vous avez changé un peu votre stratégie emailing ou pour vous, voilà, la croissance a été constante et il n'y a pas eu de gros changements?
On a vu l'impact chez iAdvise, chez nos clients. C'est-à-dire Mhm. que conversation parce qu'on met en place, la plateforme met en relation les personnes sur les sites e-commerçantes Mhm. ou sur les applications messaging avec les entreprises. Et là, on a vu un impact énorme, vraiment. Enfin, il y a eu une croissance très élevée, surtout l'année dernière au Mhm. premier. De notre côté, moi, j'ai une conviction en termes de marketing qui est que quand on envoie un email à un prospect, un client, peu importe, c'est toujours pour parler de lui plutôt que de parler de nous. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le message soit pertinent et un bénéfice pour lui. Ça, c'est ma conviction. Après, dans la Mhm. pratique, bien sûr, parfois, il y a des exceptions. On ne peut pas toujours tout cibler à la perfection. Mais ça fait que quand on met en place un email, quand on veut envoyer quelque chose, mis à part des grandes annonces ou les newsletters, je prête attention à ce que le message soit vraiment ciblé et pertinent pour la personne. Mhm. Et ça limite aussi le nombre d'envois parce qu'on ne peut pas envoyer à tout le monde tout le message tout le temps. Donc, on n'a pas augmenté le nombre d'emails envoyés, mais on a plutôt essayé d'adapter encore plus et de cibler encore plus nos messages. Et après, en parallèle, on a la stratégie conversationnelle sur notre site, etc., où on utilise notre propre solution pour dialoguer avec nos visiteurs et puis par les autres canaux également. Mhm. Et là, on n'a pas forcément eu une énorme croissance pour l'instant. Et tu as parlé aussi donc des réseaux sociaux, très important. Quelle est ta stratégie? Le but des réseaux sociaux, tu parles de ta éducation. Est-ce que tu attires aussi par les réseaux? Est-ce que tu as des campagnes organiques, des campagnes payantes? C'est une bonne question. On est en train de nouveau revoir les pratiques parce que parfois, quand on fait les choses depuis trop longtemps, Ouais. on oublie les bonnes pratiques qu'on avait mis en place au début. Et donc là, ma vision, c'est en fait que pour chaque réseau social, déjà, il y a une stratégie différente à mettre en place si on veut Mhm. bien faire. Mhm. On est dans le B2B chez iAdvise. Sur Instagram, il y a peu de communication B2B et donc c'est plutôt là où on devrait mettre en avant la marque employeur. D'ailleurs, on le Ouais, voit sur le résultat. tout à fait. Dès qu'on communique sur la marque employeur sur Instagram, en plus, on utilise les stories, les reels, etc. On a plein de retours et ça fonctionne très bien. Mhm. Indirectement, bien évidemment que ça impacte aussi la marque B2B, mais la priorité sur Instagram, elle va être de la marque employeur. Mhm. Ensuite, sur LinkedIn, c'est le réseau B2B de prédilection, à la fois sur du paid et sur du organique. On Mhm. utilise les deux. Là aussi, c'est important d'utiliser le ciblage. On peut cibler sur la page LinkedIn par audience, on peut cibler par langue, par exemple. Donc là aussi, c'est important de cibler parce que surtout sur les pages d'entreprise, quand on poste trop et pas pertinent, on peut vite être éradiqué de l'algorithme. 100%. Et donc, en fait, on applique plutôt une stratégie où ce sont nos employés qui postent en plus du compte qu'on agrémente régulièrement, pratiquement tous les jours. Mais à côté de ça, on va parfois avoir notre CEO, notre CMO, notre CPO, etc., qui partagent des informations qui leur sont importantes. Et quand quelqu'un partage quelque chose qui lui tient à cœur, un projet sur lequel il a travaillé, tout de suite, on voit que l'impact est beaucoup plus élevé. Donc, le social selling, c'est partie prenante de la stratégie iAdvise. Ouais. Super. Et là, quand tu utilises, donc tu vas regarder la performance de ta stratégie sur les réseaux sur HubSpot. Donc, tu utilises aussi, bien évidemment, les connecteurs. Oui, on utilise aussi les connecteurs. C'est pas moi qui les ai mis en place. Sur Mhm. la technique, je suis un peu moins à l'aise. J'ai heureusement une personne qui gère ça dans mon équipe. Mais oui, en effet, on a les connecteurs qui sont en place. Est-ce que tu peux nous partager voilà, les bons résultats iAdvise, voilà, une croissance sur un canal particulier ou en général, comment ça se passe depuis 7 ans? Alors, ça se passe très bien depuis 7 ans. Sinon, on ne serait plus de la partie, Mhm. clairement. Euh, enfin, les résultats, je peux partager un succès qu'on a eu cette année, par exemple. C'est
Q2, le deuxième trimestre, on a en nouveaux clients généré 60% du booking Wow. avec des opportunités qui provenaient d'une conversion au préalable. Donc, ça, c'était assez cool pour nous. Après, d'un point de vue général, nous, on est vraiment sur les opportunités, enfin, on pilote les opportunités. Mais chez iDice, on a pris la décision de ne pas piloter que les opportunités from marketing ou with marketing ou autres, mais le marketing est responsable de la création de toutes les opportunités Mhm. pour les commerciaux. Et ça fait en fait que parfois, enfin, j'imagine que la plupart des personnes travaillant dans le marketing ont fait face à ce type de situation, mais souvent, il y a un peu des situations entre deux. Type, le sales, ça fait 6 fois qu'il a envoyé des emails, maintenant il a envoyé le mail avec le contenu sur le secteur pertinent et donc la personne a réagi. Est-ce que c'est from prospection ou est-ce que c'est from marketing? Parce que bon, Mhm. l'un sans l'autre, ça n'aurait pas marché et puis au final, le marketing décroche rarement le téléphone pour vraiment prendre le rendez-vous. Donc, on a pris la décision d'arrêter de regarder ces détails-là et plutôt d'être dans une optique de co-construction justement de la pipeline. Et donc, on va aussi aider les commerciaux à maintenir leurs opportunités dans le pipe Mhm. en envoyant des newsletters, des contenus, etc., Ouais. ou en des événements, et aider à la conversion pour que l'opportunité aille jusqu'au bout. Mhm. Et donc, ça nous permet de travailler conjointement vers le même objectif. Hyper intéressant. Tu as parlé, voilà, que vous changez un petit peu vos stratégies. En fait, comme pour toute entreprise, comment on s'assure de ne pas toujours être dans le status quo, de pouvoir continuer d'évoluer. Quels sont les objectifs d'iAdvise sur le moyen et long terme? Comment tu penses aussi qu'HubSpot peut participer, peut vous aider à atteindre ces objectifs? Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il est indispensable de ne pas rester sur le status quo. C'est justement cette année, on s'est dit faut qu'on revoie des choses, faut Ouais. qu'on revoie, par exemple, on n'a pas parlé, mais notre site était anciennement sur WordPress. Mmh. Et là, on a pris la décision de le migrer sur HubSpot. Super. On est en cours chez vous d'ailleurs. Et ce sont des décisions qu'on a prises parce qu'on voulait de nouveau créer du contenu dédié au SEO, être plus flexible, pouvoir utiliser la modulation et puis aussi pour que toute l'équipe qui est très à l'aise maintenant avec HubSpot, parce que justement, ça fait longtemps qu'on l'utilise et puis l'outil est plutôt user-friendly. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on change, faut qu'on le change. Et pour le changer, on a aussi fait le choix de supprimer 380 pages. Ouais. Parce qu'on avait un historique de 380 pages qui amenait un peu de trafic, beaucoup certes, mais qui n'était plus dans le bon design, qui ne correspondait plus. Et donc, il faut parfois oser prendre des décisions un peu drastiques, on va dire. Mmh. Et c'est plus difficile quand ça fait longtemps qu'on est dans l'entreprise, je pense, parce qu'on a créé. Mais justement, faut parfois prendre du recul et revoir les choses de zéro ou du moins revoir les choses. Pour iAdvice, pour répondre à ta deuxième partie de ta question, nos objectifs sont de croître encore sur l'Europe, bien évidemment, et les États-Unis. Mmh. Pour ça, donc, on travaille avec HubSpot sur les deux périmètres, évidemment. Et là où HubSpot nous aide, c'est pour diffuser notre message et puis attirer les personnes qui ont un intérêt au message. Typiquement, on a lancé un nouveau produit avec l'acquisition d'Applose sur le live commerce. Mmh. Ça nous permet de rapidement diffuser ce message-là à toute l'audience, à la fois par email, sur les personnes qu'on a identifiées, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, on va aussi utiliser les publicités sur LinkedIn, Facebook, etc. Top, je suis ravie d'apprendre que vous avez sauté le pas et que vous prenez le CMS. Oui. Pourquoi? Moi, je crois au CRM Powered Marketing. Je pense que vraiment, CMS et marketing doivent avancer ensemble. Ça permet aussi de moins charger les équipes IT et de redonner du pouvoir aux équipes marketing de créer leur landing page. De pouvoir construire dans l'outil leur stratégie et juste pour le mot de la fin, pour rebondir sur
le changement fait toujours peur. Je pense qu'une migration fait peur, surtout quand ça fait longtemps que vous allez travailler sur un support. Mais je pense là, en 2021 et pour les prochaines années, il faut savoir s'adapter, savoir voilà, prendre des décisions qui vont en anglais, c'est out of your comfort zone, mais on sait que d'évoluer et d'innover, c'est ce qui va permettre aussi de sortir du lot. Mm, complètement. Complètement. Caroline, merci beaucoup pour ton temps. On souhaite bien évidemment plein de succès à iAdvise et puis une collaboration toujours pérenne avec HubSpot. Merci beaucoup. Merci à toi.